Donc pour cette deuxième table ronde, entre guillemets, parce que c'est surtout un vrai partage d'expérience, comme je vous le disais, on est entre nous de manière sympathique et détendue. L'idée, c'est qu'il y ait des échanges aussi et que vous puissiez poser les questions et des choses qui vous intéressent. Donc on reçoit Donia Lagdar, qui est responsable du patrimoine culturel de Saint-Louis. Alors, on va parler cristal, bien sûr, c'est l'objet de cette deuxième table ronde. Et Oliver Beer, qui est donc un des artistes qui était en résidence à Saint-Louis, dans ce lieu tout à fait particulier, puisque je raconte une petite anecdote, mais on m'a dit qu'on appelait Saint-Louis la Petite Sibérie. Je ne sais pas si tu me le confirmes, Donia. Oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait, pour les températures qui peuvent quelquefois avoisiner les moins 10, moins 20. Notamment quand on part de gare de Lyon à Paris et qu'on va visiter un artiste ou qu'on se rend à la cristallerie Saint-Louis, il faut toujours prévoir un petit vêtement un peu plus chaud parce que les températures ne sont pas toujours les mêmes. Moi, je me souviens y être allé plusieurs fois, évidemment, mais une fois où il faisait très beau ce temps-là à Paris, arrivé à Saint-Louis, il y avait des stalactites sur le long de la route et il a fallu mettre des pneus neige. Parce qu'on est où? En fait, on est en Moselle, à la naissance des Vosges. Et la particularité de Saint-Louis, c'est que c'est une cristallerie, une manufacture qui est légèrement dans une cuvette. On descend plutôt pour y aller, comme ça, environné d'une magnifique, de cette forêt des Vosges naissante. Et c'est un endroit extrêmement particulier. Alors, on donnera la parole ensuite à Oliver, et puis on sera dans un échange un peu tous les trois. Donia, peut-être sur... moi, on m'a souvent posé la question, et notamment quand je fais la visite de l'exposition sur la cristallerie, d'abord, est-ce qu'il y a une raison géographique, avant qu'on rentre un peu sur les questions qu'on se pose tous, comment est-ce qu'on fait du cristal, toutes les contraintes du cristal, et tout l'intérêt des œuvres aussi que tu as développées, Oliver, est-ce qu'il y a une particularité géographique à l'implantation de Saint-Louis à cette naissance des Vosges? Est-ce qu'il y a des raisons, je veux dire, très concrètes? Oui, effectivement, pour contextualiser, comme on a pu l'entendre au précédent talk, il y a plus de 400 ans, des verriers se sont sédentarisés dans la vallée que tu décrivais, qui s'appelait originellement la vallée de Munstal, pour des ressources naturelles qui sont indispensables à la composition de la matière. Originellement, on y réalisait du verre ordinaire grâce au bois, à la fougère, au sable et à l'eau, donc autant d'éléments qui étaient disponibles à profusion à cet endroit très précis où Saint-Louis est implanté donc depuis plus de 400 ans. Alors je te pose des questions qu'on m'a posées, comme ça m'arrange, parce qu'il y a des choses auxquelles je ne sais pas répondre, et ça vous évitera de les poser, vous en aurez d'autres après. Est-ce que Saint-Louis est installé dans une forêt parce qu'on utilisait le bois pour les fours? Oui, le bois, c'était le composant indispensable pour la fusion de la matière, donc, et aussi pour la fabrication des outils. Et encore aujourd'hui, les outils du verrier, donc de la personne qui travaille la matière à chaud, sont en bois. Pourquoi les fougères? Il y a beaucoup de fougères autour. Qu'est-ce que c'est le rapport entre la fougère et le cristal? Le rapport, c'est justement, étant donné que le bois est l'élément indispensable originellement à la fusion de la matière et à la création des outils, c'était un composant qu'il fallait faire durer le plus longtemps. Donc la fougère permettait de faire baisser la température de fusion, donc de solliciter moins de bois, et donc de s'implanter plus longtemps à un même endroit. Originellement, les métiers du verre sont nomades, puisque quand les verriers avaient fini de déboiser un endroit, ils étaient amenés en fait à changer d'implantation pour retrouver cette ressource naturelle. Donc tu veux dire qu'on avait à l'époque des verreries qui se déplaçaient en fonction de la ressource du bois? Exactement. Et Munstal a été traduit littéralement par vallée de l'argent. Et argent au sens vraiment de la profusion des ressources naturelles, donc des richesses naturelles qui étaient indispensables à l'exercice de ce métier et à la production de la matière. Il y avait un nomadisme du cristal, c'est-à-dire que le cristal suivait la ressource qu'il consomme pour chauffer les fours. Exactement. Donc à l'époque, on était nomades. Alors j'en profite pour remercier la Fondation, Gaël, pour votre invitation, puisqu'aujourd'hui nos métiers sont moins nomades. Et voilà, c'est une occasion de les partager avec vous, donc merci. Alors la cristallerie Saint-Louis, c'est un endroit qu'on peut visiter, à la différence du pôle soie qu'on évoquait avant,
C'est plus compliqué d'aller visiter les métiers de la soie, c'est plus difficile d'aller visiter une maroquinerie, mais il se trouve que la cristallerie Saint-Louis, il y a une vraie... C'est pensé pour, il y a un musée dont tu t'occupes, et puis quand on visite le musée, il y a un parcours qui nous fait passer dans la halle du chaud, en fait, dans ce qu'on appelle le chaud. Il y a en gros 2 métiers, tu vas nous expliquer ça mieux que moi, mais il y a le chaud et le froid, l'endroit où on travaille à chaud et puis l'endroit où on taille le cristal. Quelques mots peut-être sur ce musée, sur ce qu'on peut y voir, sur ce parcours quand on visite la manufacture. Oui, on a la chance à la cristallerie de Saint-Louis d'être doté de 2 dispositifs originaux. On a un musée, on est je crois les seuls au sein de la maison à pouvoir accueillir du grand public et lui faire découvrir une partie de notre collection historique. On a la chance d'avoir un patrimoine riche de plus de 5000 pièces anciennes du XVIIIe siècle. On va dire, on continue d'alimenter ce patrimoine encore aujourd'hui. Et effectivement, on a aussi la chance de faire découvrir les ateliers de la manufacture au grand public. Alors les artistes, c'est différent, ils ont le droit d'être hors des sentiers battus, mais sinon on a un parcours pour le grand public qui peut admirer le façonnage des objets. Donc c'est-à-dire c'est un parcours qui suit vraiment le processus de création, de fabrication d'un objet. On commence par avoir des artisans qui vont donner forme au cristal, qui de prime abord est tout à fait liquide. Et la seconde étape, vraiment pour faire le grand pont, ça va être le travail dit à froid. Donc parce que la matière est froide à ce moment-là, l'objet est formé et fixe. Et donc là, c'est l'étape d'ornementation et de parachèvement, c'est-à-dire de polissage, par exemple. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné avec le cristal et qui, je pense, a fasciné tous les artistes. Et si vous y êtes déjà allé ou si vous avez visité une cristallerie, c'est le fait que le cristal ne s'arrête jamais. C'est quelque chose, quand on y est, on n'y pense plus, mais en réalité pour nous, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Quand vous allez, j'imagine que certaines d'entre vous le savent, mais quand vous allez visiter une cristallerie, c'est pas vraiment comme si on démarrait un four à micro-ondes, on sort le truc et on referme le four. C'est en permanence, le cristal s'écoule, le cristal est produit en permanence. Donc il faut gérer cette matière qui en permanence est produite et c'est quelque chose d'absolument d'assez magique, je dirais. Ce qui explique qu'au Saint-Louis, on travaille la nuit aussi. Tout à fait. On fait les 3-8. Exactement. Puis on a la chance maintenant aussi d'avoir, effectivement, du travail, des artisans présents même l'après-midi, ce qui fait que nous, par exemple, on va pouvoir accueillir plus de grand public, on va ouvrir plus de créneaux de visite des ateliers, grâce à ce four qui, comme on dit, est en coulée continue. Ça, c'est aussi le changement finalement de combustible qu'il permet, puisqu'à l'époque où la fusion se faisait grâce au bois, c'était pas le cas. Et effectivement, on a comme ça une sorte de coulée continue, c'est vraiment le terme consacré. Donc, si on devait résumer le geste des maîtres verriers pour faire très simple, et puis après on va rentrer dans le projet d'Oliver dont vous allez comprendre différentes subtilités, ce sont un peu comme des abeilles qui vont à la ruche piocher ou créer comme ça ou capter du nectar en permanence. Il y a du cristal qui est travaillé, parfois plusieurs natures de cristal en même temps. Ça, vous le verrez dans l'exposition. Il y a beaucoup de pièces qui mélangent différentes couches et différentes natures de cristal. Mais quand on visite Saint-Louis, on voit des artisans qui vont constamment cueillir de la matière, la souffler pour la plupart du temps. Parfois, la travailler avec des moules. Donc, il y a un certain nombre de pièces dans l'exposition là aussi où les artistes ont travaillé avec des moulages, des contreformes sur lesquelles le cristal va venir il va venir épouser la forme. Tout ça limité par une chose, c'est que ça se refroidit. Donc il faut en permanence soit le réchauffer pour continuer à le travailler. Et puis comme une étoile qui meurt comme ça lentement, à un moment il est froid. Et là on passe à l'atelier du froid qui comporte toute l'autre chaîne du travail du cristal, qui peut être la taille, différents traitements, le sablage, différents traitements qui vont être opérés sur cette matière refroidie. Donc. Mais pour décrire un peu simplement les choses, voilà, on a vraiment ces 2 étapes. Une chose qu'il faut absolument savoir et qui est passionnante, désolé Donia, je donne ma passion du cristal, et après, c'est que ça fait beaucoup de bruit. En fait, quand on est dans l'atelier du chaud, il y a beaucoup de bruit, et donc les maîtres verriers ne peuvent pas communiquer, sinon ils hurleraient comme des bêtes, mais même en hurlant, je pense que ça ne marcherait pas. Donc on le voit très bien quand on visite Saint-Louis, en fait, ils travaillent avec des bouchons d'oreilles, ils ne s'entendent pas, ils n'entendent pas ce gros bruit de fond, le bruit des fours,
Et donc, il communique beaucoup avec les yeux, avec le regard, avec les gestes, avec la position du corps. Et c'est une vraie chorégraphie. Vous verrez que ça n'a pas forcément rien à voir avec le travail d'Oliver, puisqu'on a vraiment, dans son travail, une dimension sonore, une dimension musicale. Et quand on voit les souffleurs de verre, on a cette danse à laquelle eux, je pense, ne pensent plus, n'y font plus attention, mais c'est frappant pour nous. On voit très bien que les corps s'organisent et sont optimisés, je dirais, par rapport à cette chaleur qui diminue. Donc il faut travailler le plus rapidement possible cette matière en fusion, d'une certaine manière. Et évidemment, avec le souffle et tout le talent et la dextérité que vous imaginez. Donia, moi, ce que je te propose, c'est que tu vas commenter les choses dont on va parler avec Oliver, parce que là, il y a besoin aussi d'un avis technique. Je me sers de ma petite télécommande. Voilà, ça marche. Oliver, on te voit, mais tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Pourtant, c'était il y a quelques années. Oliver Beer, donc, qui a été en résidence en quelle année? En 2012, c'est ça? Oui, 2012. 10 ans, franchement, bravo. Bravo. On voit que le métier d'artiste conserve, si jamais... 2012, qui était ton parrain? C'était Susanna Fritcher. C'était Susanna Fritcher, oui. ta marraine, pardon. Et donc tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu as découvert cet univers. Avec plaisir. En fait, je suis arrivé en même temps que Donia, presque. Tout à fait. Et je me souviens très bien de sillonner les archives, le grenier justement, qui est plein de... Combien de pièces dans le grenier? On en a environ 5000. Une caverne d'Ali Baba. Et vraiment, cette expérience, si on m'avait dit que pendant 1 an presque, je ferais des allers-retours jusqu'en Lorraine, tu avais mentionné le fait qu'il y a donc plusieurs équipes, froid et chaud. Si on veut profiter de toutes les équipes, il faut travailler de, je sais pas, 5 heures le matin jusqu'à 19 heures le soir, j'ai eu l'impression. Donc c'était très intense, c'était une période pour moi très formateur, un chapitre incroyable, socialement, humainement. J'ai dû justement apprendre à communiquer dans ce contexte. Moi, je venais juste de commencer à apprendre le français à l'époque, donc communiquer avec ces ouvriers, avec ce bruit incroyable. Et puis après, tous les soirs, rentrer chez Yvette, une dame qui connaissait la cristallerie depuis peut-être 4 décennies, je crois au moins. Et même avant de parler de cette matière incroyable, il y avait déjà un contexte artistique, social, de savoir-faire, évidemment, une structure tellement nouvelle pour moi en tant qu'artiste. Et puis, comme je vous montrerai après, donc j'ai fait 2 propositions plastiques il s'est avéré très difficile à réaliser. En fait, je pense que c'est toi qui es coupable. Tu m'avais dit, ah oui, l'or fusionne extrêmement bien avec oui, le cristal. Ah, ça, ok, très bien. Et en fait, non, ça a pris des mois et des mois et des mois pour faire fusionner l'or avec le cristal. Ce qui était bien et beau pour moi, c'était que conceptuellement, il est né donc cette pièce, cette fenêtre que vous voyez. Donc ici, vous le voyez un peu anecdotiquement. Tout début de l'exposition, si vous devez l'apercevoir d'ici, cette grande fenêtre blanche qui, elle, n'est pas vraiment une œuvre d'art. Par contre, le grand cône en cristal est la pièce réalisée par Oliver. Et donc l'idée de cette pièce, normalement, elle est installée dans une vraie fenêtre. Donc on enlève une vitre pour remplacer avec une vitre customisée, faite en cristal. Et l'effet est essentiellement faire une extension de l'oreille. On met l'oreille devant, donc peut-être on ne sait pas si on ne dit pas, mais en fait c'est une pièce acoustique où on peut écouter de l'intérieur pour entendre tout ce qui passe à l'extérieur, que ce soit des sons ambiants, que ce soit la parole des autres. Il y a une pièce installée dans un musée à Birmingham qui est sur une place où c'est très apprécié pour espionner ou parler. C'est très sociable comme œuvre. Mais aussi, si vous connaissez cette idée du John Cage, le 4 minutes 33 de silence, c'est-à-dire la musique aléatoire, la possibilité d'écouter tout comme la musique. Ce qui est beau avec cette fenêtre, et j'espère que vous aurez l'occasion d'y tendre une oreille, c'est que le son est filtré par cette forme en cristal, cette forme si parfaite et magnifique. Et du coup, ça devient vraiment une sorte de symphonie en continu. Voilà, vous voyez, quand c'était installé à Saint-Louis, c'était comme ça.
Et donc on a fait une série, donc il faut à chaque fois faire ça pour une fenêtre particulière. Est-ce que le cristal on m'a posé cette question ce matin, a une fonction acoustique particulière? Est-ce que le cristal améliore? Est-ce que ça serait la même chose en verre? Pas exactement, non, parce que c'est la densité et la rigidité de cette pièce. Et donc c'est surtout ça, là, c'est pour ça aussi qu'un verre en cristal, ça chante mieux, c'est plus dense que le verre. Et puis l'autre ensemble de pièces que j'ai faites, vous allez voir aussi, c'est des presse-papiers. Donc c'est une spécialité de Saint-Louis. Sauf que ici j'ai pris, en fait, j'ai toute une anecdote que je ne vais pas raconter sur comment j'ai pu acquérir des osselets de l'oreille interne pour faire des moulages en or de ces petits os qui donc sont à l'intérieur de nos oreilles. Dans chaque oreille, il y a l'étrier, le marteau et comment dire ça? L'enclume. L'enclume, merci. Et donc, je les ai implantés dans l'hôpital à Strasbourg. Je les ai ramenés chez le dentiste prothésiste du coin, qui était bien habitué à faire des couronnes. Donc, c'était la personne plus apte pour faire ces moulages. Après beaucoup de bières et de repas, il a accepté de faire mouler mes osselets, qu'on a après immergé, qui était encore une histoire, des mois et des mois de recherche pour pouvoir immerger les pièces comme ça. Et en fait, vous allez les voir là-bas posés sur du papier, puisque c'est des presse-papiers. Et ces osselets sont vraiment le dernier. Si vous imaginez que pendant que je parle maintenant, ma voix fait vibrer, oui, le micro fait vibrer les enceintes, mais que ce soit les enceintes ou ma voix, c'est l'air qui transmet la voix. Et c'est les vibrations, le mouvement de ma voix qui finalement va faire bouger l'air et puis votre oreille interne. Et ces osselets, c'est le dernier moment où le son reste un mouvement avant de devenir une pensée. Et je le trouve tellement beau sculpturellement. L'enclume, c'est l'étrier. C'est vraiment, ça ressemble absolument à un vrai étrier. Il y en a un d'ailleurs dans l'exposition. Hein, dans les 3 sphères qu'on présente, il y a vraiment l'étrier qui est cet os dont tu parles. Voilà. Donc, ça devient donc un trio qui représente essentiellement le silence. Parce que là, ils sont emprisonnés dans cette gangue de cristal. Alors évidemment, tout le monde me demande comment est-ce qu'on fait ça. Comment est-ce qu'on met un petit morceau de couvert d'or à l'intérieur d'une grosse boule de cristal? C'est en 2 hémisphères. Et je ne sais pas si on voit ça dans les images, mais il faut faire une demi-boule et après faire couler l'autre moitié de la boule dessus. Et puis, avec un gabri, une sorte de morceau de bois avec une demi-sphère. Une maillotche. Une maillotche, merci. Enfin, c'est le terme de l'outil que tu décris. Je me souviens. On vient former la sphère? On vient parfaire la sphère? Tout à fait. Avec cette grande difficulté, je pense que c'est là où Oliver, ça avait pris beaucoup de temps de chasser l'air. Donc peut-être d'où le silence, peut-être aussi dans tes pièces, qu'on chasse l'air qui normalement donc, porte le son, en recouvrant finalement cet élément en or. Donc effectivement... Parce que si on emprisonne de l'air, si une bulle se maintient à l'intérieur, évidemment cet air va se refroidir, va poser un problème et risque de casser en réalité. Alors, ça peut surtout créer des bulles, et on chasse les bulles, nous, à Saint-Louis. Donc effectivement, ça fait un objet imparfait, tout simplement. Mais il n'y a pas des risques de casse parce qu'on a beaucoup parlé de cette difficulté d'inclure une autre matière dans le cristal. C'est-à-dire que ça risquait de fracturer. Oui, en termes Alors c'est une autre étape en fait qui est la recuisson. Donc ce qu'on appelle la recuisson, c'est quand en fait l'objet est achevé, à chaud. Il voisine encore les 500-600 degrés. En fait, on va le mettre dans une espèce de long tunnel pour qu'il regagne la température ambiante progressivement. Et pas tous les matériaux ne sont compatibles avec le premier palier de recuisson qui est à 500 degrés. D'accord. Ça risque de déformer l'objet ou effectivement de casser au final. D'accord. Donc on a ces objets qui sont des os, qui sont la dernière transmission physique avant la pensée. J'aime beaucoup cette image. Que toi, tu as emprisonné dans une gangue où ils sont strictement coupés du monde. Même si par la vue, on les voit parfaitement, en réalité, eux ne peuvent plus percevoir aucune vibration de l'air, en tout cas. Ils sont complètement dans un milieu étanche d'une certaine manière. C'est évidemment en lien, ces 2 pièces, avec ton travail qui est toujours lié à la musique.
à la vibration des espaces, qui est vraiment ton cœur de réflexion, ton champ d'expérimentation. Oui, tout à fait. Et peut-être ce que ce chapitre à Saint-Louis m'a appris, c'était aussi jusqu'à quel point le son et l'acoustique est visuellement magnifique. Le cristal est une matière exceptionnelle. J'ai su que je n'aurais jamais pu travailler cette matière sans être à Saint-Louis. Donc c'est pour ça que j'ai bossé comme un fou pendant un an, parce que pour profiter de ce temps. Mais après aussi, par exemple, cette forme-là, la forme du cornet, j'ai compris que évidemment cette forme existe depuis toujours. Essentiellement, on trouve dans la nature, on trouve dans le corps. Et puis, une des raisons pour lesquelles je reste très reconnaissant à la Fondation Hermès pour cette expérience, c'est que avec cette petite pièce qui reste une pièce qui voyage et que je reproduis, un jour, je veux bien le reproduire très grand aussi, sur une vitre comme cela. Et justement, j'avais une occasion, juste 2 ans plus tard, à faire un projet en Australie, au musée, the Museum of Old and New Art, le MONA. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un musée absolument magnifique, incroyable, inattendu, construit par un joueur qui fait 3 millions de paris par jour et donc dépense tout son argent sur le musée et sa collection. Et après, il est très intéressant, il est un peu excentrique, on peut dire, et il m'a invité voir son musée, je suis allé le voir. Et après 10 pintes de bière australienne horrible, je lui ai remarqué que Oliver boit beaucoup de bière dans ses projets. Oui. Je ne veux pas dire, mais... Pas toujours, mais à cette occasion, ça m'a beaucoup aidé. Il se balade toujours avec des bières dès qu'il rencontre quelqu'un qui doit le convaincre. Justement, après la 10e bière, David, je lui ai dit, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est cette pièce qu'on a fait une très simple geste, c'est-à-dire une extension du corps par l'architecture. Cette membrane, cette limite entre l'intérieur et l'extérieur que représente la fenêtre ou le mur ou l'architecture, il faut briser ça et l'adapter musicalement, acoustiquement. Alors, si tu montres juste à quoi ressemble le musée, donc il a construit ce sorte de James Bond villain's lair sur la rivière, une forteresse presque souterrain. Et moi, j'ai dit à David, alors ce qui serait super avec votre musée géologique, ce serait de reproduire cette forme, mais à une échelle géologique. Et il a dit OK. Il m'a serré la main. Et si tu passes au prochain, ils ont bu il y a une plein bière, d'images. certainement. Et donc, j'ai fait cette proposition. Donc, vous voyez un peu le blueprint. C'est essentiellement une grotte où le son va être aspiré par cette forme jusqu'à très profondément dans le musée. Si tu passes au prochain, c'est encore peut-être plus évident. Donc attends, c'est un son qui va capter dans la terre, C'est exactement comme cette pièce en verre, sauf que c'est vraiment creusé dans la terre. Donc vous voyez ici aussi la façon dans laquelle on est dans le musée, 2-3 étages en dessous du sol, et on arrive à une spirale qui est en feutre, en fait, pour traverser un silence feutré. Et quand on arrive au milieu de ce spirale, on est donc essentiellement là où on se trouve devant cette fenêtre, c'est-à-dire le point d'écoute où on peut parler ou écouter, et la voix est transportée par cette forme jusqu'à dans cette petite grotte, caverne acoustique au niveau du sol dehors. Donc il y a plein d'images. Donc ça, c'est une maquette. Ça, c'est une magnifique image que j'ai trouvée du XVIIIe siècle par un polymathe qui s'appelle Athanasius Kircher, que tout le monde ne connaît pas, mais ceux qui connaissent, c'est un peu un Da Vinci qui s'est trompé un peu trop, donc on ne se souvient plus de lui. Mais il a eu la même idée que j'ai découvert après, lui pour espionner pour les hommes politiques. Mais comme vous allez voir après dans les images, le chantier pour cet endroit était absolument incroyable. Je ne peux pas imaginer produire un projet à cette échelle à nouveau. Vous voyez l'échelle de construction. Et puis à la fin, tout ce qu'on a fait, donc on a pris cette façade en acier du musée et je l'ai juste fait disparaître. C'est-à-dire, c'est comme une vortex. Si tu fais le prochain, on va voir que c'est vraiment un espace où on peut jouer, rentrer, écouter
À la fois, ça peut être silencieux et très beau, ou ça peut être très ludique. Et en fait, ça s'appelle un confessionnal, parce qu'on ne va jamais rencontrer la personne qui est dans le musée, très profond. Mais la voix nous connecte, ça nous relie. Ça, c'est le feutre très profond dans le musée, où on va traverser ce silence. Et puis, encore quelques images de cette... Et j'ai dû évidemment lutter avec l'architecte pour faire disparaître son bâtiment, parce que c'était un peu, comment dire, une intervention assez intense pour un architecte d'avoir un artiste si impliqué. Mais si vous voulez, j'ai évoqué cette pièce parce que avec Donia en 2012 est née cette idée qui a pris des mois et des mois de collaboration, de compréhension pour faire comprendre à une usine ou une manufacture ce que c'est de faire une œuvre d'art et toutes les erreurs qu'il fallait traverser, toutes les étapes, les difficultés. Ça m'a appris en miniature, si vous voulez, tout ce qu'il fallait traverser après pour ce grand projet qui a pris 5 ans à réaliser. Ce que les artistes disent souvent à Saint-Louis, moi je te fais part de ça, Donia, c'est que c'est vrai que les maîtres verriers sont plutôt taiseux. Et que c'est parce que ils se connaissent très bien les uns avec les autres, ils n'ont peut-être pas des milliards d'anecdotes à se raconter. On parlait du bruit de ces fours et puis du fait qu'on ne puisse pas forcément parler en travaillant. Tu as une explication à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont très concentrés? Alors, effectivement, il y a cette concentration, cet environnement bruyant, mais je pense que c'est un tempérament aussi local. C'est vrai que nous, on a peut-être aussi cette... Enfin, peut-être Oliver me le dira, Oliver évoquait Yvette. Et, en fait, les résidents sont en fait logés chez l'habitant quand ils sont à la cristallerie. Et donc, il y a aussi une vraie immersion culturelle, locale, voilà, qui permet ensuite de trouver sa manière de communiquer autrement que par la langue. Mais il y a aussi cette histoire où, en fait, il y a un patois qui est très présent à la cristallerie de Saint-Louis. Oui, il faut préciser qu'Oliver ne parlait pas très bien français encore à l'époque, mais qu'eux parlaient en patois. Donc... le francique-lorrain, oui, passer de l'anglais au francique-lorrain en peu de temps. Donc c'est vrai que c'était aussi peut-être une contrainte qu'Oliver a pu rencontrer. J'ai un peu attrapé l'accent en même temps au début. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça permet aussi d'avoir évoqué très précisément aussi tes œuvres, d'évoquer aussi un atelier que j'ai pas présenté au tout début de la présentation, qui est l'atelier des presses-papiers. Oui, j'allais en parler. Donc, très bien. Effectivement, quelque part, les œuvres d'Oliver s'inscrivent dans la continuité de la création dans cet atelier qui a débuté en 1845. Donc on est vraiment dans une espèce de détournement créatif de savoir-faire classique et ancien, voilà, qui sont toujours amenés un peu plus loin dans l'innovation grâce à ces moments aussi de partage et de rencontre entre les artisans et les artistes. Donia, historiquement, le presse-papier, ça sert à quoi? à presser le papier, comme l'expression le dit. Comme son nom l'indique. Oui. Jusqu'à ce que, par exemple, Colette, qui était donc l'écrivain Colette, qui était féru des presse-papiers, notamment de ceux de Saint-Louis, et elle écrivit que finalement les presse-papiers relèvent de l'art pur par leur virtuosité et qui ne sont plus destinés à leur fonction première, qui était d'empêcher que les feuilles ne s'envolent. Pas avec des coups de vent. Donc vous voyez tout ce qu'est un presse-papier, j'imagine. Faut imaginer qu'à Saint-Louis, donc cet atelier des presse-papiers, c'est fascinant parce que c'est effectivement un art et qu'il y a, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il y a enfin un niveau de raffinement, un niveau de complexité qui permet de plonger comme ça dans cette petite boule son regard et puis d'y découvrir une subtilité, une finesse d'exécution, une dextérité, parce qu'on est vraiment à une échelle, je dirais, de la pince à épiler. Pour je sais pas quel autre exemple. Oui, la pince est effectivement un des outils de l'équipe de cet atelier. Et effectivement, ça demande une telle dextérité, virtuosité, mais aussi finalement culture au fait des savoir-faire. Donc la cristallerie a créé le premier presse-papier de cristal en France en 1845. On est aujourd'hui les derniers à Saint-Louis à détenir ces savoir-faire.
et voilà, à pouvoir... Est-ce que ça reste la même équipe pour les presse-papiers qu'il y a 10 ans? Oui. Ange et Xavier? Ange, Xavier, mais aussi Marie-Claire, Martine. Oui, et Ange qui a depuis 10 ans progressé au point de se présenter au concours du meilleur ouvrier de France. Donc depuis que tu l'as rencontré, il est là. Il faut savoir que dans toute la production de ces presse-papiers, c'est très peu d'artisans qui, vu que la cristallerie est très grande, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ce travail de presse-papier s'est fait exclusivement avec cette très petite équipe. Essentiellement, à l'époque, c'était Xavier qui finalisait toutes les pièces. Et en fait, c'est marrant parce que évidemment, on vient prendre les photos et on met toujours l'artiste avec le cristal et l'artiste qui tient au froid aussi. Mais en réalité, c'est ces personnages qui n'ont pas très, comment dire, visibles dans ce processus. Mais ces gens, ils étaient tellement impliqués, tellement leur talent, comme tu as dit, silencieusement en fait, ils ont contribué à une savoir-faire absolument incroyable. Alors, dans chaque table ronde, on essaie de favoriser les échanges. Est-ce que, parce qu'on arrive à peu près au terme de cette table ronde, de ce talk, est-ce qu'il y a des questions spécifiques au cristal, au travail d'Oliver, ou bien peut-être aux connaissances de Donia, puisqu'elle a une vision très large et très complète de ce qu'on peut faire à Saint-Louis. Si vous avez la question que vous n'avez jamais osé poser sur le cristal, c'est maintenant ou jamais. Une question, madame. Une question idiote, mais c'est de savoir le rôle du plomb dans la fabrication du cristal et le fait que, du coup, comme c'est un métal qui est un peu prohibé, est-ce que ça va avoir un impact sur les méthodes de fabrication? Je vous dis ça parce qu'on avait parlé au moment où Patrick Neu a fait ses pièces, qui étaient à l'abbaye de Maubuisson, et j'avais cru comprendre par la médiatrice de l'exposition que c'était une technique qui était mise en danger par l'interdiction d'utilisation du plomb. Alors, le rôle du plomb, pour répondre à la première partie de la question, c'est le plomb qui va donner, en fait, l'oxyde de plomb qui va donner ses propriétés physiques à la matière et qui fait qu'on a du cristal et plus du verre ordinaire. On va dire vraiment, c'est vraiment ce qui fait la différence. La densité qu'évoquait tout à l'heure Oliver, c'est ce qui donne également la sonorité au cristal, son degré de diffractation, donc son côté très très brillant et aussi limpide. Donc l'oxyde de plomb va donner toutes ces caractéristiques à la matière. Ensuite, dans les évolutions que vous partagez, est-ce que c'est problématique pour l'avenir ou non? Nous, on reste confiants. On a été verrier ordinaire dans un premier temps, puis première cristallerie de France au XVIIIe siècle. Donc les changements de composition, de composants, n'ont finalement chez nous pas rejoué nos savoir-faire. Donc s'il faut s'adapter, on s'adaptera. Mais voilà, avec cette grande force de pouvoir transposer des savoir-faire d'une matière à une autre, quelle que soit sa composition intrinsèque. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Super, tant mieux. Une autre question? Oui, bonjour. L'évolution des modes de vie semble limitée un petit peu. On n'est plus, par exemple, avec les cinq verres sur la table. Comment vous voyez l'avenir de cette verrerie de très haute qualité et de très haute intensité en art? La longévité de la manufacture nous permet vraiment d'être très agile et montre aussi que Saint-Louis a su s'adapter à chaque contexte et nouveaux modes de vie. Alors là, c'est assez abstrait si je donne des noms de collections ou autres, mais typiquement, en 2015, on a proposé un service de table en 4 verres qui condense 8 usages classiques issus du 19e siècle. Donc, c'est-à-dire qu'on a su réduire le nombre d'objets, mais absolument pas l'expertise en termes d'usage ou de dégustation pour accompagner les gens qui choisissent nos verres. Donc, on s'adapte aussi. L'adaptation, je crois que c'est vraiment une des qualités qu'on retrouve dans l'artisanat. Je crois qu'il fait que, notamment, on le voit au travers des résidences,
l'humain reste irremplaçable dans tous les métiers évoqués à travers l'exposition et ses résidences. Donc l'adaptation, c'est c'est la clé de tout ça. Oui, puis il n'y a pas que des verres, je veux dire, hein, quand on visite Saint-Louis, alors évidemment il y a tous les lustres qui sont des commandes spéciales, alors ça fait totalement rêver. Il y a des choses, il y a des designers aussi qui travaillent à des objets contemporains en cristal, donc il y a une palette quand même de production qui sont très différentes. Oui, il y a des typologies très différentes. Il y a la table, il y a la décoration, les luminaires, les presse-papiers. Et effectivement, depuis les années 90, on collabore très fréquemment avec des designers qui vont effectivement, voilà, on va dire moderniser l'aspect des objets, mais avec toujours ce souci de cultiver l'expertise d'usage et de savoir vivre à la Saint-Louis. Une autre question ? Dernière chance de poser votre question, tout ce que vous vouliez savoir sur le cristal sans jamais avoir osé le demander. Oui, alors je suis désolée, c'est pas forcément sur le cristal, mais c'était pour savoir comment un artiste comme Oliver arrive en résidence à Saint-Louis. Est-ce que c'est une invitation ou une demande de sa part ? Il passait devant la cristallerie et on l'a vu dans la caméra de surveillance et on lui dit reste. Non, alors ça je peux répondre. Donc c'était, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est bien de pouvoir le repréciser. Jusqu'à présent, le programme de résidence était confié à des parrains. C'est pour ça que je demandais à Oliver quelle était sa marraine, Susanna Fritscher. Donc la Fondation a demandé un certain nombre de parrains, d'artistes qu'on qualifiera de confirmés, comme Jean-Michel Alberola, Susanna Fritscher, Giuseppe Pennone. J'en oublie beaucoup, mais il y en a un certain nombre. On proposait pendant un certain nombre d'années des noms d'artistes qu'ils ont soumis à la Fondation, et la Fondation a choisi d'inviter parmi ces noms proposés un certain nombre d'entre eux à intégrer ce programme. Donc tous les artistes que vous voyez dans cette exposition, dans ce programme, sont parrainés donc par un artiste plus confirmé. Il n'y a pas vraiment de hasard et il n'y a pas non plus de candidature, parce qu'on nous demande souvent si c'est un programme de candidature, donc c'est un programme de parrainage. Ça ne concernait pas tout à fait le cristal, mais ça me permet de répondre effectivement à une question plus large. On arrive au terme de cette deuxième talk. Il n'y a plus de questions, vous êtes sûr? Après, vous ne pourrez plus jamais rien savoir sur le cristal, sauf à aller en Moselle, dans la petite Sibérie. On vous encourage évidemment à y aller, parce que c'est un endroit extraordinaire. Et par ailleurs, il y a plein de choses à faire dans cette région qu'on ne connaît pas forcément toujours. Enfin, moi, je l'ai découvert grâce à ce programme. Et c'est vraiment un endroit merveilleux. Merci Donia d'être venue nous voir, d'être venue de Saint-Louis. Merci. Et merci Oliver. L'invitation. Merci beaucoup. Merci.